Mesdames, Messieurs, bonsoir. En prélude à la tenue du forum sur les assises nationales annoncé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nombreux sont nos concitoyens qui s'interrogent sur le type de gouvernance qu'il faut imprimer à notre pays pour éviter l'éternel recommencement. En effet, de la gouvernance, le Niger en a souffert beaucoup ces quelques dernières années, d'où les changements politiques récurrents qui interviennent pratiquement après chaque décennie. Quel type de gouvernance pour un Niger nouveau? C'est le thème de notre débat de ce soir où nous avons convié des observateurs de la scène politique nationale pour débattre du sujet. Ainsi, nous avons comme invité M. Agali Salak, qui est ingénieur de formation. M. Moutari Ousmane, ancien diplomate et homme politique. Et enfin, M. Ali Narani, consultant en gestion des organisations, coordonnateur national de l'Union des consultants indépendants. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de la gouvernance au Niger à l'heure du changement qui est en chantier depuis les événements du 26 juillet. On verra au cours de ce débat quel type de gouvernance faut-il insuffler à notre pays au sortir de la transition, quel type de Nigérien nouveau il faut promouvoir, autant de questions que beaucoup de citoyens se posent dans ce tournant historique pour le Niger et auquel il faut trouver des réponses. Et pour entamer ce débat, cette première question, depuis des années, le Niger souffre de la mal-gouvernance. Qu'en est-il exactement? Monsieur Agali, bonsoir. On commence par vous. Bonsoir Ablaye Timogo, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir les panélistes. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, depuis plus de 63 ans maintenant, nous avons une formule de gouvernance beaucoup plus dans son administration qui a été héritée de la colonisation. Et en même temps, les modèles de gestion aujourd'hui que nous avons de gouvernance sont beaucoup plus calqués sur des modèles beaucoup plus occidentaux qui aujourd'hui voilà l'extérieur que aujourd'hui nous continuons à calquer et à répéter et aujourd'hui qui ont vraiment des difficultés à être acceptés ou à l'adapter au contexte socio-culturel de notre pays. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord. Et c'est pour cela, avec, comment on appelle, déjà les directives du président de la République, dans son discours du 19 août, dans lequel il a demandé... Vous parlez du chef de l'État, le général de brigade Abraham Tchani? Correct. D'accord. Okay. Donc là où il fait appel dans ses directives de refonder la République, maintenant en tenant compte beaucoup plus de ses valeurs traditionnelles. Et quand on dit refonder, il faudrait repenser, faudrait-il continuer à maintenir la même chose ou peut-on créer quelque chose de nouveau mais qui s'adapte à nos réalités. Donc voici en réalité l'objectif pour lequel déjà cette réflexion déjà je l'ai faite avant même les événements. Et les événements sont venus juste contextualiser le cas et c'est pour cela que j'ai fait une proposition déjà qui est là. Oui, d'accord. À travers votre livre. Voilà, que maintenant je mets comme un document de débat et de réflexion que le peuple nigérien, toute la nation puisse voir, critiquer, apporter leur contribution et voir dans quel cadre on peut l'améliorer pour que ça soit un document national. D'accord. Merci. On va y revenir dans le débat. Merci M. Agali. M. Moutari. Bonsoir, bonsoir, M. Tchamogo. D'abord, je profite pour vraiment vous féliciter. Merci. Pour ce débat que vous organisez de temps en temps depuis un certain temps sur des thèmes aussi importants pour l'avenir de notre pays. Du pays, oui, voilà. Je profite aussi pour saluer l'audace de notre jeune compatriote, M. Agali Salak, pour l'initiative qu'elle a prise de proposer concrètement à l'écrit un type de gouvernance qu'il soumet à l'appréciation du pays tout entier. Oui, ce qui est un peu rare, il faut le souligner. Ce que beaucoup ne le font pas, c'est un peu rare. Ce que beaucoup ne le font pas. Ils parlent seulement, mais bon, voilà. En général, le Nigérien est habitué à des causeries de sa fada. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Mais vraiment, nous avons ici un document écrit qu'il soumet à notre réflexion. Et vraiment, c'est avec plaisir que nous avons parcouru ces documents et nous avons également pris part à un certain nombre d'échanges. D'accord. Au niveau de la ville, au niveau des conférences, au niveau des centres culturels, etc., où on a organisé des conférences. Et moi, je l'ai reçu plusieurs fois pour échanger avec lui. Je pense que c'est extrêmement important. Il a l'audace de proposer un autre type
de gouvernance qui permet d'injecter la légitimité traditionnelle de notre pays et également la morale religieuse du Niger. Donc, d'un côté, les autorités traditionnelles. Il faut souligner qu'on est quand même à 99% musulmans. Donc, vraiment, il a eu l'audace de prendre cette initiative-là. Moi, je pense qu'il a pu se soustraire de la contrainte qui est la nôtre, nous qui avons été formés dans l'arcane des écoles occidentales. Lui, il a eu la chance d'abord de n'être pas spécialiste de la question. Peut-être que la spécialité est un frein dans ce cas-là. C'est un ingénieur. Il a osé. Mais aussi, son avantage, c'est qu'il a parcouru le monde. D'accord. C'est-à-dire qu'il a parcouru plus de 70 pays. Il a travaillé dans plus de 70 pays au monde. Donc, vraiment, il a vu la question de plusieurs facettes, de plusieurs angles. Ce qui a permis de faire cette proposition-là. Nous aurons à nous prononcer sur les différents points de cette proposition. Mais déjà, il faut souligner le caractère audacieux de la démarche et s'en féliciter. D'accord. Voilà, merci, M. le député. Oui, M. Ali Danran, que répondez-vous? Oui. Depuis des années, le Niger souffre de la mal-gouvernance. Effectivement. D'abord, par rapport à la situation, voilà, donc je félicite M. Agali. D'accord. Je vous félicite aussi vraiment pour tous ces débats que vous êtes en train d'organiser. Merci. Et je suis un grand suiveur de ces débats-là. Ah, vous suivez le grand débat? Oui, le grand débat chaque soir. D'accord. Donc, et je sais que vraiment, il y a beaucoup d'experts qui sont passés par là. D'accord. Et ce qu'ils ont dit, c'est des contenus vraiment très solides. D'accord. Donc, je pense que ça peut vraiment aider le Niger. Voilà, et pour commencer, je vais dire que si vous faites un retour un peu dans le passé, à la veille des indépendances, par exemple, prenons à la veille des indépendances, tous les États de l'Asie du Sud-Est, par exemple, quand vous essayez de les comparer avec nous, on avait les mêmes potentiels, et même on les dépassait en termes de ressources minières et autres là qu'ils n'avaient pas. Mais plus de 60 ans plus tard, où est-ce qu'ils sont? Ils sont très très loin. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qu'il n'y a pas. Il y a un problème vraiment qui est là qu'on n'arrive pas à résoudre. Et quand vous faites des simples constats, vous allez voir au niveau des pays développés, la bonne gouvernance est une réalité. Il y a une vision qui est claire. Il y a des pratiques qui sont claires, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Et le citoyen lambda, c'est là où on va. Et aussi, quand vous faites le parallèle avec les pays africains, vous allez trouver que c'est un échec. Total. C'est un échec total. Au niveau des pays africains, il n'y a pas de vision claire. Bonne gouvernance. En fonction, voilà, pour la bonne gouvernance. Il n'y a pas une vision claire et acceptée de tout le monde. Il n'y a pas aussi des pratiques, il n'y a que des pratiques douteuses. Et surtout une lutte des classes pour le contrôle généralement des ressources ou du pouvoir. D'accord. Donc, et le problème fondamental, il l'a touché. Il y a une variable culturelle vraiment qui nous a échappé complètement. Dans nos pays. Dans nos pays. L'approche, vraiment, dans l'approche de la bonne gouvernance, on a manqué vraiment cette variable culturelle. Voilà, nos réalités. Nos réalités. Parce qu'on fait en sorte d'importer des modèles qui sont conçus ailleurs, dans des réalités. Qui ne reflètent pas la réalité de nos pays, mais qui peuvent même souvent, c'est des pratiques qu'on qualifie d'universelles. Parce que tellement elles ont fait leurs preuves. Mais quand on les amène ici, ça échoue parce que nos dirigeants ont manqué un point essentiel, c'est-à-dire travailler d'abord le contexte socio-culturel. Il faut une meilleure connaissance de ce contexte socio-culturel pour arriver vraiment à mieux implémenter les pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs. Et ça a manqué. Voilà. Et moi, mon intervention tout au long de ces débats-là, c'est autour de 3 points. Donc, d'abord, les expériences et bonnes pratiques d'ailleurs, qu'on peut qualifier d'universelles. Donc, il y a une pratique qu'on appelle la saine gestion, une norme, qui a permis de faire du Canada l'un des pays les meilleurs au monde, qu'on appelle la saine gestion. Il y a aussi la maîtrise des variables socio-culturelles, donc pour une meilleure application de ces pratiques qui ont fait leurs preuves. Donc, il faut une maîtrise d'une certaine mesure des variables socio-culturelles. Et 3, et un leadership vraiment pragmatique et participatif mené par un leader charismatique et qui donne l'exemple. Ce n'est pas quelqu'un
comme on le dit, dirigé par l'exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui dit de faire et qui reste au bureau. Il a le verbe et il donne l'exemple, il montre la voie. Très bien. On va voir tout ça dans le débat. Merci. On va avancer. Quels sont les obstacles qui entravent l'exercice d'une bonne gouvernance dans le pays? Voilà. Merci beaucoup. Quels sont les obstacles? Le modèle actuel que nous pensons qui est mieux, parce que déjà il a été taillé sur mesure par le colonisateur d'abord, qui a su travailler sur nous, sur notre mentalité. Et aussi il a travaillé sur notre façon de gérer. Qu'est-ce que je voudrais dire avant d'arriver d'abord au problème? Qu'est-ce qui est arrivé au moment de l'arrivée du colon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord retiré la gestion de l'armée chez le chef. Pour le mettre la gestion de l'armée sous le chef. Et quand il l'a retiré, il avait créé une élite au fil du temps qui va compétir la notoriété du chef pour pouvoir maintenant être capable de dominer. Mais maintenant, dans ce principe-là qu'ils ont mis, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient su qu'au fil du temps, c'est pour cela que je préfère donner des dates. En 1919, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a eu déjà une sorte de conflit entre le chef traditionnel et le colon dans le cadre du déploiement des forces africaines pour supporter l'effort de guerre. Et donc, comme il y a eu ces conflits-là, pour éliminer, pour écarter le chef dans ça, c'est là qu'il a créé la loi cadre, la première loi cadre. Et à la Deuxième Guerre mondiale, donc il faut les éliminer. Et là, maintenant, ils ont eu accès aux militaires qui sont partis faire la guerre. Deuxièmement, à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un autre contexte maintenant qui a fait que, maintenant encore dans le cadre de la tuerie de Dakar, là où les anciens soldats étaient réunis, ils ont débarqué. Maintenant, pour éviter un débat géopolitique qui va entraver toute l'image de l'Europe, on a révisé la loi cadre, parce qu'ils ont créé d'abord les premiers partis politiques. Et dans les premiers partis politiques, il y avait les rois et les notables qui faisaient partie. Donc il faudrait continuer à les éliminer. Et il y a eu une révision de cette loi cadre. Maintenant, pour venir à ça, donc c'est juste pour donner un contexte. Maintenant, on a deux problèmes que nous avons fondamentaux qui freinent vraiment ce qu'on a dans mon analyse. La première des choses, c'est l'exclusion de ces maillons vitaux de la société, qui sont les chefs traditionnels et les leaders religieux. Ils ne sont pas associés. Ils ne sont pas associés. Aujourd'hui, non, vous n'êtes pas de la politique. On les appelle seulement quand il y a des problèmes sociaux. On les consulte. Non, allez-y gérer ces problèmes-là. Les politiciens les appellent seulement quand il y a des problèmes pour gérer. Mais quand il s'agit de la participation dans la vie politique de l'État, ils sont exclus. Non, vous les écartez. Donc, le premier problème, c'est de les avoir écartés. Et le colon a connu, il faudrait les écarter. Et ça continue après le colon. Puisque l'élite a été créée par le colon. Donc on a cette même mentalité qui puisse continuer. Et nos chefs traditionnels, comme si on les considère comme s'ils ne sont pas un citoyen du pays. Ils sont des citoyens comme tout autre. Pourquoi on doit les inclure? Donc il faudrait que ça soit inclusif. Mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute uniquement aux dirigeants politiques, à la population, ou eux-mêmes. Parce qu'il y a une vision qui est partie. C'est une question de mentalité qui a été dressée au cours des années. Bien sûr. Mais le deuxième problème qu'on a, toujours dans la même formulation qu'il faut qu'on a des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, le même modèle, on continue à croire que non, tous les pouvoirs, il faut les centrer autour d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le président de la République, c'est lui le chef suprême des armées. Il est le magistrat suprême. Il est le chef suprême de l'administration. Et tout couronné, on le met avec une immunité. Mais il va en abuser. Et quand il en abuse, qu'est-ce qui se passe? Puisque ça va créer un clan autour de lui. Donc c'est pour cela, tous ces clanismes-là, ceux qui cherchent de l'argent, ils savent qu'il y a l'argent là-bas. Donc quelqu'un qui a investi pour faire ériger ce président-là à travers un parti politique, il va partir chercher, c'est un investissement, il va partir à recouvrir cet investissement-là. Donc il va avoir des marchés illicites, des marchés qui ne sont soumis à aucune norme de passation des marchés. Donc il va s'enrichir et il va avoir de nouveaux riches qui vont être gérés parce qu'il y a un partage de gâteaux, parce qu'il y a un clan. Le deuxième cas, au niveau de la justice, puisqu'il est le chef suprême de la justice, d'autres personnes ont des dossiers judiciaires, de criminalité.
Parce qu'ils cherchent que ces dossiers n'arrivent pas à la justice. Ils vont aller là, dans le clan où le chef suprême de la magistrature est là. Parce qu'il faudrait qu'ils se rangent là-bas pour que leur dossier ne sorte pas. Et le dossier n'avance pas. N'avance pas. Ouais. L'autre côté, c'est le chef d'administration. Je ne vais pas perdre mon poste. Je vais avoir des nominations. Oui. Je n'ai pas d'emploi. Donc, quand je rentre dans ce clan, je vais trouver mon compte. Ouais. Donc, à partir de ce nouveau qui est le fondament même du problème, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, d'impunité, de la politisation de l'administration, de la personnalisation du pouvoir, de la fraude et de la corruption, du détournement des deniers publics, tous ceux-ci sont créés autour de ça, de ces clans. Ouais. Et aujourd'hui, personne ne peut faire quoi que ce soit, parce qu'il a une immunité. Ouais. Et voilà notre problème. D'accord. Et c'est ça pourquoi le système ne fonctionne pas. Il faut répartir les pouvoirs, équilibrer ça, pour les équilibrer, pour pouvoir réellement voir encore avec une formule qui est inclusive et qui s'adapte à notre contexte. Très bien. On va en arriver dans le débat. Merci sur vos propositions. Oui, monsieur. C'est-à-dire, je crois que pour clarifier un peu pour nos auditeurs, téléspectateurs, le débat, c'est que qu'est-ce qu'est le développement? Parce que tout ce que nous voulons, c'est des organisations institutionnelles qui nous amènent vers le développement. D'accord. Or, la création des États modernes a toujours été pratiquement une lutte contre la famille, le sentiment de népotisme et le sentiment de clientélisme. C'est comme si vous quittez une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous voulez venir au Danemark. C'est-à-dire qu'un pays où les institutions marchent, où le Premier ministre va au bureau à vélo, où dès qu'il finit sa mission, il ferme tout et ça va, où il est redevable même d'une aiguille dans son bureau. Donc d'un pays, d'une situation où les liens claniques et les liens de sang, où les liens de népotisme prévalent, où les liens de clientélisme prévalent. Donc on vous allez diriger vers une situation où les habitants d'un pays sont considérés comme des citoyens égaux devant la loi, où le seul lien qui vaut, c'est le lien de citoyenneté. Ce n'est pas le lien de sang, ce n'est pas le lien de clientélisme. Donc nous voulons évoluer vers ça. Ce qui est tout à fait le contraire de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que nous avons tellement de dossiers de corruption, tellement de dossiers de népotisme, tellement de dossiers, ou même certains disent même que nous sommes en train de nous diriger vers une monarchie héréditaire, alors que officiellement nous sommes en République. Donc vraiment, il faut comment maintenant prévenir ça. Mettre fin à ça. Mettre fin à ça. Mettre fin à ça, il faut d'abord l'État. L'État, ça veut dire un pouvoir neutre. Neutre devant les citoyens. Et un pouvoir qui est suffisamment fort pour faire régner la loi, faire régner la sécurité des biens et des personnes et protéger le territoire. Maintenant, cet État fort-là, l'État, c'est le pouvoir. Il faut avoir des règles de droit qui limitent ce pouvoir-là, qui protègent l'État contre lui-même d'abord, et qui protègent les citoyens contre l'État. Ça, c'est la règle de droit. Maintenant, il faut, à côté de cette règle de droit-là, ce qu'on peut appeler des règles de redevabilité démocratique. C'est-à-dire que quel que soit le détenteur de pouvoir, ou quel que soit le citoyen qui contrevient à la loi, il sera puni. Il faut mettre fin à l'impunité. Il faut effectivement qu'on se remette en cause et qu'on puisse se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous avons manqué dans l'ordonnancement de nos institutions qui fait que, en cherchant à améliorer, plutôt on aggrave la situation. Donc c'est pour cela que moi je salue l'initiative de notre compatriote qui a dit qu'il faut penser à injecter ces légitimités traditionnelles-là et les légitimités des leaders religieux dans l'ordonnancement de nos institutions. Peut-être que ça va atténuer notre tendance au clientélisme et au népotisme que nous condamnons. Donc voilà, il faut
un État suffisamment fort, mais neutre par rapport aux citoyens. Et il faut des règles de droit qui limitent la force de l'État et qui protègent les citoyens contre les abus éventuels. Et puis des règles de redevabilité qui empêchent l'impunité. D'accord. Donc vraiment, il faut ça. D'accord. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé des leaders religieux et même des chefs traditionnels. Et comme vous avez sans doute suivi tout le processus, parce que vous parlez de la période d'indépendance, depuis Djori jusqu'à Kounti. Et on sait qu'auparavant, que ce soit les leaders religieux ou les chefs traditionnels, c'est quand même des gens respectés. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'on a constaté qu'après, ni ces leaders religieux, encore moins ces chefs traditionnels, souvent ont perdu, il faut dire les choses terre à terre, de leur crédibilité. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? C'est-à-dire que nous avons hérité de la colonisation française. Vous savez que la colonisation française est une colonisation directe. Colonisation directe, c'est-à-dire qu'elle intervient y compris dans l'administration locale. D'accord. Donc ils ont aussi déstabilisé ces chefs-là. Rien que dans la région de Zander, ils ont détrôné plus de 100 chefs pour mettre des gens... Vous parlez de pendant la colonisation? Pendant la colonisation. Et après? Déjà, même après la colonisation, quand les politiciens sont venus, ils ont fait que ce soit au niveau du RDA ou au niveau du Sawaba, chacun a essayé d'en faire des clients. Voilà. Et d'en faire des appuis. Voilà. Donc, les chefs-là n'ont pas la même neutralité qu'avant. Parce que la culture, la tradition et tout ça, ça change. C'est dynamique. D'accord. C'est dynamique. Ils ne sont pas figés. Ils ne peuvent pas être dans des... comment je peux appeler ça? Dans des cocons où ils ne sont pas influencés par l'évolution du moment. D'accord. Donc, ce qu'il faut aussi... mais quand cela ne tienne, je pense que de la même manière que dans des pays, par exemple, comme l'Angleterre, où vous avez... la reine qui est là, et vous avez maintenant un régime parlementaire qui est là, où il y a un premier ministre qui est élu, etc. Mais la légitimité traditionnelle là reste comme symbole de l'unité nationale. Elle reste comme gage moral. Lorsque la société perd ses repères, on fait recours à ce genre de légitimité pour qu'il y ait une continuité, pour qu'il n'y ait pas rupture de temps en temps, comme ça nous arrive maintenant. Ok, d'accord. Merci, M. Boutourou. Oui, M. Ali, qu'est-ce que répondez-vous? Quels sont les obstacles qui entravent l'exercice d'une bonne gouvernance dans le pays? Bon, moi, je pense qu'il y a un point essentiel que j'ai évoqué, c'est-à-dire toujours la variable culturelle qui a été laissée dès le début. Ok. Et le colon, lui, il sait, la politique délégolienne de la France, depuis le début, c'est quoi? Faire semblant d'aider les Africains, mais quand vous allez voir en profondeur, ils font tout le contraire. Et ils nous ont bien étudiés. Ils ont compris que les États africains, ce ne sont pas des États-nations au vrai sens du terme. On dit nation malienne, nation nigérienne, nation. Mais ils savent que ce ne sont pas des États-nations au vrai sens du terme. Donc, c'est comme si c'est plusieurs nations qui sont en train de se faire une compétition. Et ils ont misé beaucoup plus sur ça pour garantir un certain équilibre leur permettant de mieux exploiter les gens tout en les laissant endormis. Donc moi, je pense que le point de départ, c'est d'abord nous connaître nous-mêmes et faire l'effort de connaître nos réalités socio-professionnelles. Vous ne pouvez pas qui nous sommes. Oui, voilà. Parce qu'on est tous devenus des cas naturels, quoi. On ne peut pas aller de l'avant d'un point à un point B, alors que nous, on ne sait même pas qui nous sommes. On ne maîtrise pas vraiment, c'est la base qu'il faut. Et donc, quand vous regardez au niveau des pays qui sont développés, il y a une certaine cohérence culturelle. Par rapport aux valeurs culturelles, c'est les mêmes. Les Occidentaux ont tendance même à imposer leurs valeurs comme des valeurs universelles. Nous, ici, on n'a pas de valeurs. On a des valeurs, mais on ne fait pas l'effort de les étudier et de voir quelles sont les facettes positives et les facettes négatives et comment intégrer ces facettes positives-là, comment créer une certaine cohérence culturelle, parce que c'est cette cohérence culturelle-là qui fait en sorte que tu ne t'identifies pas comme un Germain ou comme un Haussakou, mais comme un Nigérien. Par exemple, tu vas voir des valeurs germains qui ont des connotations
positives, on prend l'aspect positif, on intègre dans la promotion de nos valeurs, si bien que le Nigérien qui va grandir dans tout un tas de valeurs qui sont très positives va se considérer comme un Nigérien plutôt que quelqu'un ressortissant d'un pays donné. Donc il faut travailler vraiment sur cette cohérence culturelle-là. Okay. Et cette cohérence, voilà pourquoi il y a vraiment, là où on comprend que les gens, jusqu'à présent, nos dirigeants n'ont pas compris l'importance de la culture. Ça bloque vraiment. Vous allez voir qu'on parle de la culture depuis le début. Tous les ministères qui sont de la culture, on les lie toujours à la jeunesse, au sport, au loisir et même au tourisme, alors que ça, c'est une erreur. L'éducation, on devrait faire quoi? C'est normalement le ministère de l'Éducation nationale et de la culture. Parce que l'éducation, c'est éducation et culture. C'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être fait. Parce que les hommes et les femmes qu'on produit dès le bas âge doivent grandir avec un certain background culturel, leur permettant de s'identifier comme étant des Nigériens d'abord, capables de donner leur sang pour le Niger. Ensuite, c'est sur cette fondation qu'on doit construire et donner tous les autres éléments d'éducation. Et c'est ce qu'on n'a pas en Afrique, malheureusement. Donc, je dis qu'il y a ça. Donc, quand vous voyez, les dirigeants n'ont pas, et aussi nos dirigeants, ce qui bloque aussi, nos dirigeants n'ont pas confiance en notre intelligentsia. Ils ne pensent pas... C'est-à-dire que pour des problèmes de société ou de gouvernance, au lieu de mettre des gens qu'il faut pour diagnostiquer, faire vraiment une analyse poussée, très profonde d'une réalité, et partant de cette analyse profonde d'une réalité, partant de la géopolitique et de la géostratégie mondiale, proposer un modèle de société. Donc, ils n'ont pas confiance en ça. Ils préfèrent toujours importer quelque chose de l'extérieur. Aller chercher à l'extérieur. Ou bien c'est les institutions, je ne sais pas, de Bretton Woods et autres, voilà, qui viennent nous dire, voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça qu'on appelle. Alors qu'il y a des Nigériens capables de faire des propositions. On nous fait quelque chose, on nous fait quelque chose, sachant que, et quand même, c'est des impérialistes. Ils ne vont pas nous proposer quelque chose pour nous développer. Ils vont toujours faire en sorte qu'on patine dans le développement. Donc c'est à nous de faire ce travail important pour créer cette cohérence culturelle-là. Vraiment. Donc depuis le début, avec l'éducation, mais aussi à travers la gouvernance, il faut qu'on sache que les hommes politiques sont en train de faire la promotion de nos valeurs socioculturelles positives. D'accord. Donc, dans un premier temps, je m'arrête ici. D'accord. Merci Ali. On va avancer. Que faut-il faire à présent pour parfaire cette bonne gouvernance à l'occasion de cette transition, Monsieur Agali? Et je profite parce que vous avez quand même ce livre-là que vous venez d'écrire, Niger, proposition d'un système de gouvernance. Et peut-être vous allez profiter de ce micro pour en parler à nos téléspectateurs, aux populations, sur votre vision vraiment de la nouvelle gouvernance qui sera insufflée dans ce pays, parce qu'on est quand même dans une période de transition où tout le monde espère qu'au sortir de cette transition, les choses vont aller de l'avant. D'accord? Merci beaucoup. Déjà, vous voyez, c'est que cette réflexion-là, comme je dis, c'est quelque chose déjà qui vient avant cet événement-là, parce que ça m'a pris 4 ans de réflexion pour pouvoir venir avec le contenu. Pour arriver à ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parfaire cette gouvernance-là? D'abord, il faut refonder. La République. D'accord. Il faut revoir tout ce que nous avons. Déjà, en termes de diagnostic, beaucoup ont fait le diagnostic. On connaît les problèmes. Maintenant, la question, c'est comment on peut aller dedans. Et c'est pour cela nous avons fait cette proposition concrète ici. Mais cette proposition n'est qu'un document de débat, de réflexion, que je soumets au peuple pour pouvoir réfléchir, discuter, contribuer afin de l'améliorer. Déjà, beaucoup d'autres personnalités ont eu à lire le document. Ils ont déjà donné des critiques positives, des propositions concrètes, mais son impact sera plus d'une valeur quand ce document-là va arriver au niveau des assises nationales, où réellement toute la composante sociale va être là, présente. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que, déjà, malgré qu'il y a des propositions concrètes ici, qui sont là, qui vont être débattues,
j'ai dit, lors de ces discussions avec les gens, il y a plus d'autres propositions qui sont venues. Bien sûr. Dans lesquelles on peut avoir option A, option B, option C. Maintenant, une fois que le principe qui va être accepté au niveau de cette assise-là, des assises, est accepté, ça veut dire qu'on peut déjà commencer à travailler sur la formule, parce que déjà, c'est une contribution nationale dans laquelle le peuple a décidé de dire non, on va partir sur ce modèle-là, sur la base de ces propositions-là. Et c'est pour cela qu'il faut ouvrir le débat. Bien sûr. Il faut ouvrir le débat. Parce que dans ça, qu'est-ce qui s'est passé? La proposition que j'ai faite, il faudrait d'abord trouver une autorité morale. Il existe des sages. D'accord, des sages. Qui sont là. Des sages qui sont là. Non. Il faudrait, comme j'ai dit, il existe, et je sais qu'on peut faire sortir. Il existe sur le territoire nigérien. D'accord. Il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, même si, parce qu'on veut créer quoi? Un conseil parmi lesquels on va avoir l'autorité morale. Et dans un conseil, ça ne veut pas dire que c'est une seule personne qui a, quand elle parle, elle peut être une frange de la population qui accepte. Une autre personne parle, une autre tranche de la population accepte. C'est pour cela qu'il faut faire le cumul, quand j'ai dit, de ces chefs traditionnels-là. On sait parmi eux, eux-mêmes, ils savent, parmi eux, qui, quand ils parlent, même les chefs traditionnels vont dire, c'est d'accord, on est d'accord. Ouais. Et la même chose, parmi les religieux, on sait, entre eux, ils savent, parmi eux, qui, quand il va parler, tous vont suivre. D'accord. Donc, il faudrait que nous les identifions. OK. Et que quand nous les identifions, nous les impliquons dans la gestion de l'État. OK, d'accord. Et pour nous servir de d'autorité morale qui va permettre au moins de suivre, de permettre à cadrer au niveau social, au niveau sécuritaire, au niveau cohésion sociale, pour pouvoir vraiment faire voir les choses. Et ça, c'est ça, maintenant, avec ce qu'Ali dit, il faut avoir cette valeur d'unité nationale. Parce qu'eux, ils incarnent ça aujourd'hui. Et ils peuvent promouvoir ça, ils peuvent promulguer ça, de telle manière qu'on va amener une image, une valeur nationale qui va être maintenant inculquée aux générations à venir pour pouvoir vraiment avoir des visions. Et c'est là que nous voulons voir les choses. D'accord. Voilà, pour moi, le premier point qu'il faut explorer. Qu'il faut explorer. Voilà, pour arriver à l'instauration d'une bonne gouvernance. Correct. D'accord. Merci. Monsieur, moi, je crois qu'il faut prendre ces propositions-là une à une. D'accord. Nous savons qu'au Niger, nous avons l'habitude de dire que nous avons tous les textes du monde. Les textes sont bons. Parfait, des textes parfaits. Tout le problème, c'est leur mise en œuvre. OK. Or, leur mise en œuvre, là, qu'est-ce qui nous arrive au niveau qu'est-ce qui nous amène à la dérive? Tout à l'heure, Agali a dit que nous avons, par exemple, le système présidentiel qui est même devenu maintenant un système présidentialiste, presque monarchique, où le chef de l'État, le président et le président du ciel et de la terre, tous les pouvoirs sont concentrés dans ses mains. Voilà. Or, on dit que la corruption, c'est quoi? Et quand je dis corruption, ce n'est pas seulement la corruption financière ou la corruption matérielle, tout ça. Même la corruption morale. C'est quoi? C'est M plus P moins R. C'est-à-dire que c'est monopole qui est M plus pouvoir moins redevabilité. D'accord. Moins responsabilité. Très bien. D'accord. C'est M plus P moins R. Donc il faut casser ce monopole. Et casser ce monopole-là, c'est quoi? C'est donc, il a proposé, lui, que la justice soit séparée de la présidence. Séparation de pouvoir. Une séparation, non seulement séparation, mais que le président ne nomme plus les magistrats. D'accord. Qu'il soit élu et que le ministre de la Justice lui-même soit proposé par un conseil de notables. Donc, il n'a rien à voir avec le chef de l'État. Donc, le chef de l'État ne peut pas commander à la justice. Voilà, d'accord. Donc, ça, il y a la séparation. Maintenant, de l'autre côté, il a dit aussi que les responsables, les magistrats, ils doivent être aussi acceptés au niveau du Parlement. Donc, ça aussi, il y a l'intervention du Parlement pour juger de la moralité. Donc, il a établi un certain nombre de systèmes de contrôle. Ça, il faut nécessairement ce système de contrôle-là. Bon, mais il ne faut pas aussi désespérer, parce que tout à l'heure, vous disiez en Afrique, ça ne marche pas. Non, vous prenez le Botswana. Vous savez, maintenant, on lui donne un exemple. C'est un pays riche en diamants qui a pu instaurer un système de gouvernance qui est en train de propulser maintenant
au devant de tous les pays développés maintenant, en termes de produits. Oui, absolument, il y a une cohérence là-bas. Donc effectivement, nous allons, donc maintenant, effectivement, si nous avons une autorité morale qui est désignée selon un processus qu'on aura à définir, et cette autorité morale va assurer une continuité, même si il y a des tentatives de rupture dans l'évolution. Mais ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir cette rupture-là. Parce que nous voyons la Thaïlande. La Thaïlande, il y a l'empereur qui est là, mais il y a un coup d'État en Thaïlande. Oui, seulement, l'État continue à exister parce que l'empereur continue à servir de continuité et d'unité de la nation. Et donc, ce sont les partis politiques et les militaires qui sont maintenant en train de discuter entre eux. Donc, il y a un avantage à avoir la légitimité traditionnelle là, associée au pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne les légitimités religieuses, nous, effectivement, en islam, nous n'avons pas d'église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pape qui est là et puis tous les autres suivent. C'est-à-dire qu'au niveau il y a plusieurs tariqas, il y a plusieurs... pratiquement, chaque imam est chef au niveau de sa mosquée. Oui. Donc, on a un problème de cela. Mais même ça, on sait que... Dans les propositions c'est dans ces propositions. Dans les propositions de Agali, oui. Dans les propositions de Agali. On sait que si ils se rassemblent, eux-mêmes savent que vraiment, qui est le coq dans la basse-cour quand on va dans le village. Donc, ils peuvent trouver un mécanisme de désignation de quelqu'un qui peut parler au nom de tous. Bon, maintenant, je vais finir par la question de l'armée, parce qu'il a proposé que l'armée soit soumise à l'autorité de cette autorité morale-là. C'est-à-dire que du chef-là, qui sera le président du conseil supérieur-là, et donc, or, il s'agit d'une autorité qui n'est pas élue par la population. Il s'agit d'une autorité aussi qui provient d'une légitimité héréditaire, si vous voulez. C'est-à-dire héréditaire, en sens que c'est des parents, en fils, tout ça. Et que donc, elle est là tant qu'elle n'est pas morte. Et donc, elle est là jusqu'à... Donc, il faut trouver un moyen pour qu'elle ne soit pas éternellement au niveau de ce sommet-là. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, comment assurer un équilibre entre quelqu'un qui n'est pas élu et qui a la force armée. Or, la définition même de l'État, c'est quoi? L'État, c'est une structure qui réclame pour elle-même et qui exerce effectivement le monopole de la force légitime. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui n'a pas sa main sur l'armée, sur la chose, c'est comme un Premier ministre canaïque, quoi. Parce qu'il ne peut pas. Donc, il faut trouver un moyen. C'est un peu la faiblesse, de sa proposition. Oui, voilà. Mais parce que l'armée, c'est quand même un corps à part. C'est pas aussi facile que ça. Maintenant, il y a une autre il y a une qualité. Il y a un avantage qu'il a proposé au niveau des villages, au niveau des départements et des régions. C'est-à-dire qu'au niveau du village, la sécurité du village, les renseignements et tout ça, c'est le chef du village. Qui s'en occupe? En tout cas, c'est lui qui est le premier informé lorsqu'il y a des choses. Donc, mais malheureusement, la situation actuelle, c'est que nous l'avons dépouillé de tout. Il n'a ni salaire, ni responsable. Il n'a que ses dogali avec son bâton. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de renforcer... Le chef du village, vous dites, il n'a pas de salaire? Il n'a pas. Et pourquoi les chefs de quartier non? Parce qu'on a vu... dans les villes, oui. Dans les villes, quand les chefs de quartier ont des salaires, pourquoi lui, les chefs de village ne doivent pas avoir ce salaire? Quand j'avais voulu faire un salaire même au sultan, au chef de canton et au chef du village. Donc, je crois qu'il n'a pas pu finir ça jusqu'à son départ. D'accord. Mais ils ont des fonds de sécurité, non? Ils n'ont pas de fonds. De fonds politiques ou ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de fonds de choses. Parce que moi, j'étais président du conseil régional de Zander. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Et maintenant, ils ont ce qu'ils appellent les biens, un fonds pour normalement gérer les biens coutumiers, là, leur palais et tout ça. Mais ça même, on ne leur donne pas. D'accord. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, si on veut assurer la sécurité intérieure, pour leur permettre d'avoir une autorité sur au moins les renseignements. D'accord. Et
une certaine troupe et la gestion des crises locales, de la criminalité locale. Ok, d'accord. Merci, M. Moutari, pour ces explications. Oui, M. Ali. Oui. Donc, que faut-il faire à présent pour parfaire cette bonne gouvernance à l'occasion de cette transition? Voilà. Bon, à l'occasion de cette transition, vraiment, je me dis que d'abord, les gens ont parlé de la durée de la transition. Il y en a qui disent 2 ans, 3 ans. Moi, je me dis que si vraiment on veut redresser ce Niger-là, pour de bon, il ne faut pas parler de cette question de durée. D'accord. Il faut prendre le temps qu'il faut pour mettre tout le dispositif, le système, tous les systèmes politiques qu'il faut pour que le Niger aille sur des bons rails. Donc, le temps nécessaire, comme beaucoup le temps nécessaire, ça peut être 5 ans. Oui. Voilà. Parce que au sortir de cette transition, je me dis qu'il faut qu'il y ait une idéologie propre, une idéologie politique propre, avec un système politique qui est bien pensé, qui est là pour gérer la vie de toute la nation. D'accord. Et cette idéologie politique ne doit pas être ce qu'on a l'habitude d'importer là. On dit, il est libéral, il est ceci, cela. Il faut qu'on trouve vraiment un concept adapté, une sorte de social-démocratie, à la nigérienne, là où on laisse quand même, il y a cette propension à développer donc des entreprises privées, mais tout en faisant en sorte qu'il y ait vraiment une bonne politique de rétribution, de distribution de richesses. Et voilà. Donc, je me dis que ça, c'est un point important, une idéologie politique. Et que tous les partis politiques soient calés sur la même idéologie politique. C'est-à-dire que il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais parce que c'est là le piège. C'est beaucoup. Oui, c'est là le piège. Ils sont nombreux. C'est là le piège. D'accord. Ils prennent d'autres idéologies, ils viennent, on sait qu'ils n'appliquent pas. Voilà. Donc je me dis qu'il faut qu'on pense vraiment à un système politique propre aux Nigériens et peut-être en ayant une sorte de projection sur le Sahel, voir quel est le modèle qui peut aller aussi avec le Sahel. Donc parce que ça ne sert à rien de faire un modèle politique propre au Niger et évoluer seul. Il faut toujours avoir des États du Sahel. On est toujours plus fort quand on est à plusieurs. Ensemble, donc il faut ça avant que vraiment qu'il y ait la fin de la transition. D'accord. Et maintenant, si on a cette idéologie politique que tout le monde, tous les autres partis politiques, quand ils vont, c'est par rapport à ça. Ça peut être un projet de société ou une manifeste, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez l'appeler. L'essentiel qu'on donne une seule voie à suivre pour tous les partis politiques. Et sur cette voie-là, on va permettre à tous les partis politiques, à chacun de faire un programme quinquennal. Voilà. Donc, vous pouvez faire ils disent que c'est des projets de société, ce n'est pas des projets de société qu'ils font. C'est des programmes quinquennaux qu'ils font, alors qu'un projet de société, il est valable pour 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a toute une vision derrière. Il y a un système politique derrière. Donc, voilà, ça c'est important. Et comment le faire avec certains partis qui se résument seulement au président du parti à 2 ou 3 personnes? Comment on va le faire, cette vision? Parce qu'il y a des partis qui ne se résument qu'au président. C'est la vérité, il y a des partis c'est juste le président. Il y a d'autres qui sont à 2, à 3 ou à 4 et puis voilà. Comment faire avec ces genres de partis politiques? Ça va aller parce qu'on va voir leur programme politique. On sait, tout le monde sait là où on veut aller. D'accord. Tout le monde sait que maintenant on tient compte de l'autorité morale, on tient compte de la promotion d'une valeur positive, on tient compte de beaucoup de choses. Donc on a une sorte de projet de société pour le Niger. Maintenant chacun peut faire des propositions, des plans, c'est-à-dire programmes quinquennaux qu'ils peuvent faire pour proposer au peuple et ça va être leur argument politique pour aller convaincre l'électorat. Très bien. Donc il y a ça. Mais une fois qu'on est ça, donc je me dis qu'il y a un problème essentiel. Le problème du Niger aussi, c'est un problème par rapport aux actes administratifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une gouvernance administrative au vrai sens du terme. Voilà pourquoi tous les autres, la politique peut influencer facilement, en tout cas le fonctionnement de l'administration. Les autres clivages socio-culturels peuvent influencer facilement. Mais je me dis que voilà pourquoi je me dis qu'il faut les deux. D'abord, travailler par rapport à cette cohérence culturelle, par rapport à nos réalités socio-culturelles, et maintenant prendre un modèle de gestion ou bien de gouvernance administrative qui a fait preuve dans le monde. Moi, je parle par exemple de la saine gestion. La saine gestion, c'est un modèle
qui frappe de plein fouet l'inertie des bureaucratique. D'accord. Il frappe vraiment de plein fouet tout ce qui est mentalité, comportement, et vous êtes obligé. Parce qu'il y a des principes qui sont là et tout un tas de normes qui sont là pour encadrer l'acte administratif. Quand on dit l'acte administratif, ce n'est pas seulement ce que vous faites. Même si vous devez faire quelque chose, ou vous voyez quelque chose, le fait de se taire aussi est considéré comme un acte administratif. Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait cette norme-là. D'accord. Et il faut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle l'Institut national de saine gestion. Ça se trouve aussi au Québec. Okay. Je vous dis que c'est une des normes qui a fait que le Canada est l'un des pays les mieux gérés au monde. Parce que vraiment, il maîtrise vraiment la gouvernance administrative. Ok. Merci Ali. Ok, merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. On va avancer. Après tout ce qui a été développé, en tout cas pendant ces quelques minutes, et sur ce plateau, quel type de gouvernance faut-il penser concrètement pour le pays, selon vous? Ok. Proposition concrète. Proposition concrète. Voilà. Puisqu'on est sans doute, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, il y a les assises qui sont en train d'être préparées. On n'a pas certes une date pour ces assises nationales, mais autant préparer tout avant ces assises. Donc, quel type de gouvernance faut-il penser pour le pays après tout ce qui a été expérimenté et qui n'a pas marché? Parfait. La proposition que j'ai faite, bien qu'il y a d'autres qui sont pour l'améliorer, mais la proposition qui est là écrite, concrète qui est là écrite, c'est que, comme j'ai dit, il faut créer cette comment on appelle, cette autorité morale. Autorité morale. C'est la première chose. Voilà. Et qui est regroupée au sein d'un conseil. Aujourd'hui, nous parlons de CNSP. Tous les membres sont là, mais ce n'est pas tout le monde qu'on voit devant la scène de la télévision, devant les médias. Ils sont là derrière. Ils sont là derrière. Voilà. Donc, c'est la même chose. On crée un conseil suprême de l'État. Maintenant, ce conseil suprême de l'État, comme je dis, c'est ce conseil-là qui va être une autorité morale. Et c'est de là, j'ai dit, OK, on fait venir les chefs traditionnels. Et à travers eux, parce que là, c'est un suffrage représentatif. Parce que nous avons, au niveau géographique, nous avons 8 régions. Bien que, au niveau de la chefferie traditionnelle, qu'on appelle, la répartition géographique au niveau du traditionnel n'est pas, qu'on appelle, uniforme. Parce que vous avez, dans certains cas, vous avez des sultanats, dans d'autres, on n'en a pas. Donc, ce qui complique un peu la proposition que j'ai faite. Parce que moi, je l'ai faite déjà en faisant fi de tout. Ça veut dire quoi? Chaque région, au niveau de chaque région, il s'assied, il dit, OK, on va ériger un chef traditionnel qui va représenter la région. Donc, ça veut dire qu'on vient avec 8 chefs traditionnels. Mais parce que eux, à leur niveau, c'est une élection représentative. Parce que déjà, ils existent, ils sont là. Donc, quand on arrive à avoir ces 8-là, ils forment partie. Maintenant, chacun, ils sont d'abord, non seulement, ils jouissent des mêmes privilèges et des mêmes droits de veto. Et ils vont s'asseoir dans le conseil. Ça, c'est pour ça que j'appelle ça, moi, la formule là que je l'appelle démocratie bipolaire. Parce que l'autre pôle, c'est une élection représentative. Maintenant, l'autre pôle, c'est l'élection au suffrage universel, dans lequel on va faire jouer les partis politiques. C'est là-bas les partis politiques vont jouer, faire leur campagne, mais pour élire un premier ministre. Comme dans le modèle britannique, dans le modèle norvégien, dans le modèle... un régime parlementaire, c'est ça? Parlementaire. C'est un régime parlementaire. Pour dire les choses, voilà, pour dire un régime parlementaire. Maintenant, les partis politiques vont seulement élire le Premier ministre et ils vont élire les députés. Maintenant, le Premier ministre qui vient à travers un suffrage universel direct, on l'associe aux 8. Donc, maintenant, le conseil est complet. Mais le Premier ministre, c'est comme c'est lui le secrétaire général du conseil. Mais il joue le rôle d'exécutif et chef de la diplomatie. Donc, une fois que ce conseil-là est fait, donc ce conseil-là, non seulement, c'est ça qui est l'autorité. Entre eux, on va élire ce qu'on appelle le chef suprême. Et ce chef suprême-là, une fois que c'est élu, puisque ce qu'on veut, c'est maintenir une continuité de l'État. Parce qu'on ne coupe pas un tronc.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On coupe le tronc et on a des branches qui vont germer, et ainsi de suite. Non, on maintient un tronc de telle manière que... Qu'est-ce qu'on va couper quand ça ne marche pas? C'est les branches. Donc c'est le Premier ministre à travers les partis politiques, quand ça ne marche pas, vous les dégagez. Mais l'instance suprême, c'est le chef, parce qu'ils sont là permanents. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour maintenir la permanence de ça? On va essayer de le mettre en rotation. Par exemple, celui-là, c'est un temps déterminé. Un exemple, disons un exemple. Chaque 5 ans, c'est cette région, 5 ans après l'autre région, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on maintient la permanence du Conseil. D'accord. Donc là, même si quelque chose arrive, la permanence est là. Elle est là, d'accord. Donc, ça, c'est le Conseil suprême de l'État. Et nous avons un Premier ministre, mais nous n'avons pas de président. Seulement, le Conseil élit le chef suprême de l'État, mais qui se met maintenant à l'écart. Donc, il ne rentre pas dans les jeux politiques. Mais qu'est-ce que c'est? Quand ça ne marche pas, le Conseil réunit le gouvernement et autres disent non, attendez, ça ne va pas. Donc ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est quoi? C'est l'Assemblée, puisque toujours il va y avoir des députés dans une Assemblée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté dans l'écart de l'Assemblée aujourd'hui? C'est que la majorité, en fonction des clivages qu'elle a et qu'elle donne plus de privilèges et de force au président de la République, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue son rôle en fonction de l'influence qu'il va avoir, interne ou externe. C'est pour cela que je dis un exemple très banal. Aujourd'hui, il y a 2 exemples que je dis le plus souvent. Quand il y a eu le problème des militaires français du Mali qui sont venus aux Afriques, quand ils ont quitté le Mali, la population avait refusé. Ils étaient contre complètement des marches. Ça, on a vu les manifestations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré ces cris-là, l'Assemblée a voté pour les maintenir. Et aujourd'hui, on a des difficultés même encore à les faire partir. Donc, la question, est-ce que réellement l'Assemblée représente les lois, le peuple? Le peuple, d'accord. La même chose encore avec la loi des finances 2019 que je donne comme exemple. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait que l'Assemblée, il y ait un contrepoids à l'Assemblée qui régit les lois. Et ce contrepoids, c'est ça que j'ai appelé la Cour des notables. D'accord. Et c'est là-bas que la justice va se retrouver. Donc la Cour des notables, elle est un contrepoids à tout ce qui sort comme loi de l'Assemblée. Ça veut dire que l'Assemblée, vous allez faire les lois. Mais cette loi-là, pour valider cette loi-là, on doit la soumettre à la Cour des notables. Et cette Cour des notables, maintenant, elle examine cette loi, elle voit si elle est conforme à notre coutume, à notre tradition, à nos valeurs, et qu'elle est acceptée par la population, et elle l'adopte. Donc l'adoption de la loi, c'est la Cour des notables. Maintenant, vous voyez maintenant une autre cour. Maintenant, la Cour des notables, là, elle comprend qui? Et dans cette Cour des notables, nous avons les techniciens de l'aspect juridique, qui est la Cour suprême, comment on appelle, de justice, pour les juges, conseil de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature. Correct. Donc, elle contient déjà les membres du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'on aura besoin de ces techniciens là-bas pour voir tout. Deuxièmement, elle va comprendre des représentants des chefs traditionnels, parce que c'est eux qui font souvent la justice dans les villages. Ils connaissent, ils ont une sagesse qui peut nous permettre, dans les cas de jurisprudence, de pallier aux problèmes de justice. Donc ils vont prendre part à l'intérieur. Nous avons aussi les chefs religieux qui jouent aussi un rôle dans la justice. Ils vont avoir une représentation à l'intérieur de cette Cour des notables. La société civile qui est là comme un monitoring de ce qui se passe de la gestion de l'État vont être, les représentants feront partie. L'association féminine et similaire aussi va être représentée. Donc c'est là on a une couche des acteurs sociaux de base qui sont là, qui peuvent mobiliser tout le monde, qui font le contrôle des outputs qu'il y a. Et c'est là-bas se trouve maintenant la Cour suprême, là, elle doit être gérée par cette instance-là. Et tous les démembrements qui viennent de la justice. Voici à peu près la formule que je propose pour pouvoir aller devant et trouver la bonne formule. Et cette formule-là, c'est ça que nous avons développé ici. D'accord, dans le livre. Dans le livre. Très bien. Maintenant, pour juste un peu, juste donner un peu, quand j'avais eu quelques interactions avec quelques notables, avec quelques leaders que nous savons avec leur sagesse et leur expérience et tout, il y a d'autres propositions qui étaient venues et qui sont vraiment des propositions très valables. D'accord. Et c'est de là que je parlais, si le problème qu'il y a, qu'on m'a fait comprendre, compte tenu, comme je dis, de cette juxtaposition non uniforme des sultanats sur le territoire. Donc ça pose déjà un défi
en elle. Donc, déjà, qu'est-ce qui se passe? Il y a des propositions que d'autres m'ont données. Ils m'ont dit, OK, vous voyez, puisqu'il y a des sages là, c'est pour ça que je dis, je confirme qu'il y a des sages, parce qu'eux, ils savent. Parce que je précise quand même que vous avez animé des conférences de presse et des débats sur le sujet avant même d'être sur ce plateau. Voilà. Très bien, d'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est des leaders, ils sont dans ces structures-là. Ils disent, OK, on peut combiner au niveau des chefs traditionnels, on peut trouver déjà des leaders qui ont un poids, qui sont respectés. Quand ils parlent, on les connaît et ils le savent. D'accord. La même chose au niveau religieux, on peut cumuler maintenant une combinaison entre ces groupes-là pour pouvoir maintenant venir avec un certain nombre limité qui feront partie du conseil comme autorité morale. Très bien. Bon, on verra bien ce que ces professionnels vont donner. Hein, voilà. Je vais compléter un peu. Oui, monsieur. Vraiment, c'est ce qu'il dit là, et c'est que notre ami le chercheur l'a dit aussi concernant l'excellence au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire, un pays peut marcher sans gouvernement. Un pays peut marcher sans gouvernement. Mais il ne peut pas marcher sans administration. D'accord, mais il peut marcher sans gouvernement. Vous regardez, je vous donne un exemple. Voilà. Là, en Belgique, ils ont fait 6 mois, 7 mois parfois, sans gouvernement. Ah oui. Mais ça marche. Ça, on est d'accord. En Italie aussi, ça leur arrive. Parce que pendant cette période, je vivais là-bas. Nous sommes d'accord. À Bruxelles. Il y a des pays ici là, en Afrique, je ne vais pas le citer, où le président peut faire un an sans faire un conseil des ministres. Donc, il y a le problème de l'administration. Ça, c'est le Cameroun. Voilà. Pour dire les choses à terre. L'administration, elle est cruciale, l'administration publique. Et l'administration publique, au début de l'émission, là, je vous ai parlé de la lutte dans l'évolution vers le modernisme, là, contre le népotisme et contre le clientélisme. Vous savez, après le coup d'État, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de conseillers à la présidence, tellement de conseillers à la primature, tellement de conseillers au niveau de l'Assemblée. On sait que ces conseillers-là, vraiment, ce n'est pas par leur mérite ou leur qualité de conseil qu'ils sont là-bas. Dans la refondation, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez le cas des États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, ils sont arrivés à l'adoption de la méritocratie en 1883. Pourquoi? Parce qu'à cause de clientélisme, un chef d'État a été le président un des présidents a été tué. C'est-à-dire qu'il a promis après les élections qu'il va nommer quelqu'un consul en France. Donc le gars s'est investi. Il a mis son argent, il s'est investi. Effectivement, il a été élu. Quand il a élu, il est revenu, il a dit, bon, moi j'attends mon poste. Il dit, non, toi aussi, tu n'es pas qualifié pour ça. Voilà. Donc le gars, il a profité d'une fois, il a pris son fusil, il a abattu le président. Carrément. En 1882, oui. Ah oui, en 1882. En 1882. Et en 1883, le Congrès s'est réuni pour adopter ce qu'on appelle le Pendleton Act. D'accord. Sur la fonction publique fédérale, où ils ont décidé que désormais, les postes au niveau de la fonction publique fédérale, c'est par mérite. Il faut un concours, quelle que soit la personne. Et ils ont établi une commission, ce qu'ils appellent Federal Civil Service Commission. Donc la commission de la fonction publique fédérale, qui donc fait la sélection, qui veille sur le concours, sur la méritocratie. De la même manière, je vais donner un autre exemple. Dans les pays anglophones, africains, que les gens considèrent comme de la pagaille, comme au Nigeria, par exemple, si vous voulez. Mais au Nigeria, vous avez le ministre Pantanami, là, qui vient juste de quitter avec le gouvernement de Buhari. On lui a demandé quel a été ton problème le plus difficile. Il a dit, quand je suis arrivé ministre, j'étais incapable d'enlever aucun des cadres que j'ai trouvés là-bas. Il était incapable. Oui, incapable, parce qu'il y a des règles. Le secrétaire général, là, on l'appelle permanent secretary. C'est sa compétence qu'il a amenée là-bas, là, il est permanent. Et c'est lui qui est chef de l'administration. C'est lui qui est chef de l'administration. Donc ce n'est pas parce que ton parti a eu la majorité que tu vas chasser tout le monde. On a une loi sur la dépolitisation de l'administration. Il faut qu'on arrive à trouver un garde-fou pour que si quelqu'un ne l'applique pas, ben on le punit. Tout simplement. Donc vraiment, c'est ça
le problème de la redevabilité là. D'accord. Donc, quels que soient les gens que vous allez mettre, si on n'applique pas les règles qu'on adopte, ça ne marchera pas. D'accord. Et par rapport au type de gouvernance qu'il faut penser, le type de gouvernance, vous avez une proposition, monsieur le député? Je pense que vraiment, sa proposition de faire un système parlementaire avec un Premier ministre qui est comptable devant ses pairs, eh bien, je pense que c'est devant l'Assemblée. C'est faisable. Maintenant, trouver effectivement la possibilité de faire avoir l'autorité morale, mais qui n'a pas l'autorité sur l'armée. Parce que l'armée, comme dans les pays, comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne, où il y a le chancelier, c'est le Premier ministre qui est l'exécutif. C'est lui qui doit avoir une main, pas même une mainmise, mais une main qui va avoir le commandement des forces armées. Très bien. Maintenant, il faut, au niveau, je suis d'accord avec la possibilité d'examiner comment arriver à donner une plus grande responsabilité aux chefs de village, aux chefs de canton et aux soldats en matière de sécurité intérieure. D'accord. En matière de sécurité intérieure. Surtout pendant cette période quand même de sécurité. Tout à fait. Mais maintenant, il faut aussi trouver des mécanismes de contrôle. D'accord. Parce qu'il y a là un conflit, si vous voulez, de légitimité. Nous avons d'un côté une légitimité démocratique qui est issue des élections, que ce soit communale, régionale ou nationale, et une légitimité entre guillemets traditionnelle qui est par hérédité. D'accord. Et ce qui fait que il faut trouver un moyen vraiment pour les compléter. Pour le moment, nous avons au niveau, vous savez qu'au niveau des conseils municipaux et des conseils régionaux, la chefferie traditionnelle, elle est représentée. Seulement comme conseiller de droit. C'est-à-dire que pas conseiller et ne participe pas aux délibérations. Très bien. D'accord. Et vous pensez, pour finir avec vous, que ce régime parlementaire est bien possible aujourd'hui au Niger? Absolument. À l'issue de cette transition? On peut expérimenter ça? On peut expérimenter ça, oui. D'accord. Merci, monsieur le député. Oui, monsieur Ali. Quel type de gouvernance faut-il penser pour le pays, selon vous? Peut-être je vais commencer par ce qu'il a fini. Oui. Voilà, en parlant du régime parlementaire. D'accord. Bon, moi, là, c'est une opinion que je ne partage pas parce que pour moi, le régime parlementaire n'est pas adapté à notre contexte culturel. On est des Africains, on sait c'est quoi le chef en Afrique. Donc voilà, il a cet art, mais le chef c'est le chef. Peut-être que là où il faut faire des efforts, c'est au niveau de cet art-là pour vraiment limiter au grand maximum les arts. Donc moi je pense que c'est le régime présidentiel vraiment qui est plus adapté. Il faut maintenir le régime présidentiel. Mais il faut qui a montré ses limites selon beaucoup de gens. Non, le régime présidentiel, ça dépend de son contenu. OK. Et ça dépend du contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce contenu? Donc, déjà, il a touché une variable vraiment qui me touche beaucoup, c'est-à-dire par rapport à l'autorité morale, par rapport à certaines valeurs culturelles, tout ça. Donc, et la configuration, en tout cas, pour l'écrasante majorité de ce qu'il a dit, je suis d'accord. Et seulement, je voudrais que il a parlé de conseil de notables. Moi, je préférais. Oui, voilà, la cour des notables. Moi, je préférerais conseil des sages. D'accord. Oui, donc là, qui sera, c'est-à-dire constitué d'anciens chefs d'État et de gouvernement, mais aussi de sultans des 8 régions. OK. Sinon, c'est 7 régions. Ici, il n'y a pas un sultan, un chef de président. Donc, 7 régions, plus certains chefs religieux vraiment charismatiques qui sont là. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent constituer le conseil des sages. Et effectivement, ils peuvent parler sur la question de la sécurité intérieure et qu'ils peuvent partager beaucoup de choses. Ils peuvent avoir beaucoup de responsabilités au niveau de cette sécurité intérieure, notamment la surveillance, mais aussi par rapport à la promotion de nos valeurs socioculturelles. Ils peuvent être vraiment très déterminants à ce niveau. Et l'un des problèmes que j'ai vu par rapport à le système politique qu'on a expérimenté, c'est que c'est le problème même de l'opposition. Quand vous êtes un opposant, ça veut dire que vous êtes hors du pouvoir, donc vous n'avez hors de ressources, vous n'avez pas de ressources, donc vous êtes quelqu'un qui peut mourir comme ça, misérable. Donc ça, cette valeur-là, il faut élever ça. Mais je dis que l'opposition, il faut que ça soit dans sa part. Il y a pourtant le statut de l'opposition qui est là. Oui, mais dans la pratique. Le statut de l'opposition. Mais dans la pratique,
Donc moi je me dis qu'il faut donner plus de responsabilité à l'opposition. Ok. Par exemple, il y a l'inspection d'État. Pourquoi on ne donne pas ça à un opposant? C'est-à-dire quand on voit le chef de file de l'opposition, on dit ça c'est un poste pour l'opposition. Donc, mais dans le poste-là, il y a des postes purement techniques, il faut les écarter, il faut les identifier, les écarter pour dire que ce n'est pas la politique qui donne ça. Mais quand même par rapport à tout ce qui est orientation, tout ça, pour dire qu'il y a des dossiers sur lesquels il faut investiguer cela. Donc tout ça, il faut donner à l'opposition son mot à dire par rapport à l'exécution. Donc en ce temps, quand vous allez voir un président ou bien un système qui est au pouvoir, qui sait que tout ce qu'il a fait, il y a l'opposition qui a sa main, qui peut avoir, sauf les dossiers peut-être qui sont classés, comment on appelle ça, secret d'État. Parce que là, il y a des dossiers auxquels l'opposition ne doit pas avoir accès. Donc, sauf ces dossiers-là, mais ils peuvent avoir accès à tous les dossiers, ils peuvent inspecter n'importe qui. Donc ça, c'est une chose. Et il faut aussi que les médias, il faut qu'on donne à l'opposition un média pour l'opposition. Un média? Un média, oui. Vous savez, il faut mettre en compétition si on veut que les gens arrivent à évoluer. Quand vous dites que même si vous verrouillez de ce côté-là, l'accès du média pro-gouvernemental, mais il y a un média de l'opposition, les gens feront trop attention. La presse fait ce travail déjà. La gouvernance, c'est ça que la presse privée fait. La presse, bon, elle fait. même la démocratie de la presse. Oui, la presse privée le fait depuis longtemps. Mais ce n'est pas de façon... Parce que le problème, c'est quoi? Comme ils savent qu'ils n'ont pas le financement de l'État, comme ils savent que c'est des particuliers, c'est des individus, souvent c'est des... Fondés, ça ne veut rien dire. Mais il y a beaucoup de gens, c'est parce qu'ils sont financés de façon occulte qu'ils viennent pour dire, décidément, c'est pour dénigrer. Alors que quand vous savez que vous avez un financement de l'État, alors là, il y a une responsabilité que vous avez vis-à-vis de l'État. Moi, je crois que c'est vis-à-vis aussi du citoyen nigérien. Moi, je crois que ça peut faire... ça peut faire école. Donc, il y a ça aussi. Voilà. Et je vais aussi au niveau de la société civile, parce qu'il faut se dire, le problème Niger, c'est aussi la société civile. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? La société d'abord, il faut, parce que c'est lui qui tient votre financement, il vous tient. La société civile fait exactement, soit le travail, c'est un travail vraiment partial, soit il travaille pour les ONG internationales qui les financent. Généralement, c'est comme ça. Et les ONG internationales qui viennent ont un agenda caché. Et donc, il y a des règles pour avoir accès à leur financement. Et donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de vices aujourd'hui qu'on remarque. C'est au niveau de la société civile. C'est par là qu'on arrive vraiment à désarçonner beaucoup de choses, surtout par rapport à nos valeurs culturelles et ainsi de suite. Donc, je me dis que la société civile aussi doit avoir le financement de l'État et doit avoir un média aussi financé par l'État. Donc, en ce temps-là, l'extérieur aura moins de prise sur la société civile nigérienne, qui sera vraiment une société... Finalement, il y aura combien de médias qui seront financés par l'État? C'est juste 3 médias. Très bien, d'accord. Donc, pour finir, voilà. Bon, je me dis qu'il y a aussi, il faut penser vraiment... C'est vrai qu'il y a des ministères qui sont inamovibles, c'est-à-dire qu'on ne détruit pas, même si on ramène les ministères à 10, il y a toujours... C'est la même configuration. Et moi, je me dis qu'il y a 2 ministères qui doivent être inamovibles. Lesquels? D'abord, je vous ai parlé du ministère là qui permet de créer un futur Nigérien. Le futur Nigérien, plein de valeurs. C'est le ministère de l'Éducation nationale et de la culture. D'accord. 2, c'est le ministère du développement à la base et d'appui à l'industrialisation du secteur agricole. Parce que le plus grand problème, c'est quoi? Nous, c'est l'agriculture artisanale. Alors qu'on a un potentiel inestimable. Est-ce que vous savez qu'au Niger, il y a plus de 1000 mares, dont 175 permanentes. Les ressources en eau qui se perdent comme ça sont inestimables. On a des terres qu'on peut cultiver. En pagaille. Même dans le désert, il y a. Mais parce qu'on n'a pas un ministère qui est transversal, qui s'occupe du développement à la base et qui appuie à la mécanisation, donc à l'industrialisation du secteur agricole, finalement, personne ne bouge. Donc, et là, c'est un problème. Un pays qui n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan alimentaire, ce n'est pas un pays d'avenir. Donc, et c'est cela, ça peut aussi donner un pouce à beaucoup d'entreprises qui peuvent se développer. Imaginons un exemple, un simple exemple. Imaginez-vous que la région d'Agadez, avec l'Iraser par exemple, on crée
l'État nigérien arrive à mieux organiser les gens là-bas. Il crée des ressources, en tout cas, pour vraiment cultiver des vastes étendues de terre et cultiver le blé. Et supposons aussi que le Niger, on arrive à créer une société d'État basée à Agadez. Elle, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle achète le blé là aux cultivateurs à un prix acceptable. Elle le transforme en farine de blé. Et que c'est la farine de blé là, elle vend ça aux autres opérateurs nigériens et même à l'extérieur. D'accord. Vous avez rien que ça peut développer plusieurs autres entreprises. Ok. Voilà. Donc je crois que c'est des choses comme ça qu'il faut imaginer. Okay. Il faut qu'au sortir vraiment de cette transition là, qu'il y ait des choses concrètes, pas un peu du superflu, des choses concrètes dont on est sûr qu'on est déjà là-dessus et que ça a commencé à marcher. D'accord. Voilà. Merci Ali. Vous voulez ajouter quelque chose? Comme ça, on va à la dernière question pour finir. Je vais ajouter. Voilà. En ce qui concerne l'eau, là, je vous invite vraiment à lire le programme du candidat Momo Ousmane pour les dernières élections présidentielles, les 7 E. Et les premiers points, c'est l'eau. Donc maintenant, je vais revenir, si vous voulez, sur la question des ministères, du nombre de ministères qu'il a dit. Ça, c'est important. Il faut qu'au sortir du dialogue là, sur la transition, là, on arrive à limiter le nombre de ministères. Le nombre de postes ministériels. De postes ministériels. C'est-à-dire que quand vous voyez, prenez en Allemagne, en Allemagne, le ministère des Affaires étrangères, c'est depuis Bismarck. C'est le ministère des Affaires étrangères. Ouais. On n'a pas besoin de dire la diaspora à l'extérieur, des Nigériens, l'intégration africaine. Quand vous dites ministère des Affaires étrangères, ça suffit là, il y a tout dedans. D'accord. Donc maintenant, parce que les changements, le morcellement de ces structures-là, ça coûte de l'État, ça perd. Déjà, nous ne sommes pas bons en archives. Ouais. Donc quand on met ça, par exemple, le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, des affaires religieuses et coutumières, maintenant on a remis l'aménagement du territoire. Ouais. Donc, vraiment, il faut qu'on arrive au niveau de la Constitution à dire que le nombre de ministères ne peut pas excéder, par exemple, 25. 25. Point. C'est un exemple que je donne. D'accord. Vous avez aux États-Unis, c'est quoi? Ça à peine 17. 17. Donc, il ne faut pas multiplier à l'infini le ministère simplement pour donner des postes à des individus. À des individus, et puis vous morcelez les programmes et tout ça là. D'accord. Et puis avec ça, oui, absolument. Et puis après ça, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'après ça, là, ils créent des autorités administratives autonomes pour encore vider le ministère de sa substance. Pour Madame le ministère de la Communication, vous créez l'ARCEP là-bas, l'autorité de la communication et tout ça. Vous le mettez toutes les ressources là-bas. Ouais. Donc le ministre est là dans son immeuble, il n'y a rien à faire. D'accord. Donc vraiment, il faut rationaliser ces ressources-là. Et maintenant, nous sommes en train de parler de dialogue et tout ça. Il faut rapidement le convoquer. Le dialogue? Oui, parce que vraiment, on a trop attendu. Il n'y a pas une date... Jusqu'à présent, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. À Niamey, avant, c'était lundi 25 août, là, qui devait se revoir pour synthétiser, mais ils ont ajourné. D'accord. Donc maintenant, il faut... Nous avons des exemples qui nous ont précédés. Il y a la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, même le Gabon, qui est venu après nous là. Il a déjà fait son cahier de charge, il a déjà instauré les organes de transition. Et c'est maintenant qu'il est en train de demander aux gens de donner des mémorandums pour dire ce qu'ils pensent que ça doit faire. Donc, parce que nous avons un problème sérieux. Les menaces de la CEDEAO, là, c'est pas encore parti. Les militaires français ne sont pas partis. Même s'ils ont commencé à partir. Oui, mais ils sont encore là. Bien sûr, bien sûr. Donc vraiment, il faut qu'on ait ça derrière nous. Et d'autre part, ça va nous donner un instrument de négociation au niveau international pour dire que nous avons déjà commencé. Nous avons déjà commencé la transition. Voilà, le dialogue est là. Et on fixe. Maintenant, pour finir, moi, je suis d'accord que vraiment la transition là ne doit pas dépasser 3 ans. Elle ne doit pas dépasser 3 ans. D'accord. Parce que si en Hausa on dit Dogo Reki à Korachi. Dogo Reki à Korachi. Si les militaires là nous accompagnent plus de 3 ans, ça veut dire qu'ils nous chassent. D'accord.
Donc, il ne faut pas que ça dépasse 3 ans. Ça, c'est votre proposition. Je crois que même le président du CNSP il a dit dans une de ses déclarations, parce qu'il avait dit qu'il ne dépasse pas 3 ans. Voilà, ça, il l'a dit déjà, c'est bien noté. Très bien, d'accord. Merci. On va avancer pour finir. Quel sera votre message en direction des nouvelles autorités du CNSP et des populations sur cette question de bonne gouvernance? Pour finir, en une phrase. OK. Très bien. Moi, ce que j'ai dit, c'est au moins, il y a une proposition qui est là, qui peut servir de base. Dans votre document? Voilà. Ce document-là, il est à la disposition du public. Vous l'avez. C'est gratuit. Il y a eu une grande distribution. Comment? Pour le moment, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Ah oui? Donc, j'en ai imprimé quelques copies, donc que les gens, je distribue ça gratuitement. D'accord. Parce que je veux que l'idée passe. Oui. Je veux que ça soit mis en débat. Je veux avoir les critiques qu'il y a et les propositions concrètes qui peuvent permettre de l'améliorer. D'accord. Donc, c'est pour cela je veux qu'au niveau des autorités, de faire en sorte d'encourager, de faire en sorte que ce document arrive au niveau des assises. Et que ça soit mis en débat. Comme un débat national, révisé, proposé. Si les idées sont pertinentes, on peut l'améliorer et on peut l'adopter. Voici mon message. D'accord, merci. Oui, monsieur le député. Merci à Agali pour vos explications. Non, je pense vraiment que nous sommes bien lancés dans la préparation du dialogue national inclusif. Il y a eu beaucoup de contributions et les contributions continuent encore à venir. Que ce soit dans la rue, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, etc. Et des contributions telles que celles d'Agali sont vraiment particulièrement importantes. Et sans doute beaucoup d'autres qui vont venir. Beaucoup d'autres, certainement. Quand même beaucoup de Nigériens qui sont en train de réfléchir. Mais il ne faut pas trop tarder. Voilà. Il faut vraiment fixer une date et définir... rapidement. Fixer une date, définir les composantes des forces vives de la nation qui vont venir, qui vont prendre à ces assises. Et puis maintenant, on arrête vraiment les modalités d'organisation des organes de la transition et les cahiers des charges du gouvernement de transition qui sera mis en place. Et éventuellement également du Parlement de transition. Qui sera, il ne faut pas trop tarder. Notre pays subit déjà trop de pression, d'ordre économique à raison des sanctions, militaires avec le terrorisme, la sécurité et avec les menaces d'intervention. Donc il ne faut pas trop tarder. Il ne faut pas trop traîner. D'accord. Merci, monsieur le député. Oui, Ali, on finit avec vous rapidement. Quel sera votre message, vous? Moi, mon message, c'est qu'il ne faut pas que les gens se trompent de combat. Il ne faut pas que les gens se trompent de combat parce que j'ai été à quelques réunions là, j'ai vu déjà la tendance des gens. Les gens sont surtout dans une optique de lutte pour un certain positionnement. Une lutte de positionnement? Oui. Déjà, les gens sont dans la lutte de positionnement. Alors, il faut se dire que cette transition-là, vous n'avez pas besoin de siéger dans un organe pour être utile. Ce qui est important, ce sont vos idées. Et les gens déjà sont en train de s'organiser, sont en train de créer des groupes d'influence leur permettant d'accéder à certains postes. Et là, c'est pas bon. Je dis que si on va continuer comme ça, c'est pas bon. Et aussi, pour faire face à cette lutte de positionnement, il y a certains points, certains postes stratégiques, vraiment, il faut chercher des experts. Par exemple, par rapport aux assises, qui doit préciser les assises? Qui doit présider? Qui doit présider? Voilà. Alors, quand vous prenez quelqu'un qui arrive à faire son lobbying et qui arrive à être à la tête, est-ce qu'il a les compétences pour gérer, pour présider? Parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de gens qui veulent parler en même temps. Et d'autres sont là rien que pour dire un peu, démontrer leurs compétences, étaler leur expérience, tout ça, alors qu'il faut recadrer les choses. Il faut donner la parole à même ceux qui n'ont pas, ceux à qui on ne donne pas la parole. Il faut vraiment avoir une certaine aptitude à gérer des réunions comme ça, faire en sorte qu'il y ait plus d'idées vraiment, où c'est l'intelligence collective qui les produit
et non des idées qui sont imposées par des lobbying ou de quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Donc je me dis que vraiment il faut faire très attention par rapport à ça. Voilà. Donc vraiment ne se trompons pas de combat. Maintenant le combat c'est pour mieux faire. Maintenant ceux qui ont des positionnements, qui sont dans la recherche de positionnement, ils n'ont qu'à attendre la fin de la transition. D'accord. Merci Ali pour votre contribution. En tout cas, autour de ce débat, sur ce plateau. Merci à vous. Merci, M. Agali. Merci, en espérant que le document en tout cas, que vous venez de publier sera vraiment lu par beaucoup de nos compatriotes qui vont s'inspirer des différentes propositions pour améliorer la situation de notre pays dont on a tous besoin. Merci, Monsieur le député, pour votre contribution aussi sur ce débat. Merci à vous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver très bientôt, même si je sais que vous avez un programme très chargé, mais je sais que même si c'est de loin, vous allez suivre ce que nous sommes en train de faire au pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour même heure pour un autre débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.